Mon frère jumeau est mort dans un accident de randonnée. À ses funérailles, j'ai reçu un SMS, je ne suis pas mort. Ce n'est pas moi dans le cercueil. Ça venait de son téléphone. Où es-tu, ai-je répondu. Je ne peux pas le dire. Ils écoutent. Ne fais pas confiance à ta femme et à nos parents. La vérité choquante que j'ai découverte ensuite m'a laissé sous le choc. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires, on lit chacun de vos messages. Chapitre 1. Le cercueil n'est pas le mien. Les funérailles étaient calmes. Trop calmes pour quelqu'un comme Aaron, mon frère jumeau. Il était bruyant, plein de vie, le genre de type qui pouvait transformer un enterrement en fête rien qu'en arrivant en retard avec un sourire en coin. Mais maintenant, c'était lui dans le cercueil. Du moins, c'est ce que je pensais. La pluie tapotait doucement sur la tente dressée au-dessus de la tombe. Je restais là, engourdi dans mon costume noir, à regarder le prêtre lire un passage que je n'entendais pas. Ma femme, Elena, se tenait à mes côtés, sa main en serrant fermement la mienne, mais je ne savais pas si c'était pour me réconforter ou me contrôler. Nos parents étaient 2 rangs devant, raides et vides. Pas une seule larme versée entre eux, juste de longs visages impassibles, comme s'ils assistaient à une réunion de travail. Tout cela sonnait faux. Puis, juste au moment où le cercueil commençait à descendre, mon téléphone a vibré dans la poche de mon manteau. Je n'aurais pas dû le regarder, mais quelque chose m'y a poussé. C'était un SMS provenant du numéro d'Aaron. Je ne suis pas mort. Ce n'est pas moi dans le cercueil. Mon sang se glaça. J'ai levé les yeux, m'attendant à moitié à voir quelqu'un m'observer depuis les arbres. Mais il n'y avait personne, juste le murmure du vent dans les feuilles mouillées. Mes doigts tremblaient tandis que je répondais. Aaron, où es-tu? Une longue pause. Puis un autre message clignota sur l'écran. Je ne peux pas le dire, ils écoutent. Ne fais pas confiance à ta femme et à nos parents. Je fixais le message. 1000 pensées se bousculaient dans ma tête. Aaron était en vie. Pourquoi aurait-il simulé sa mort? Pourquoi me mettre en garde contre Elena et nos parents? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Elena a essayé de me prendre dans ses bras, mais j'ai prétexté l'épuisement. Ses bras me semblaient plus froids que la pluie des funérailles. Et au fond de moi, une terrible vérité commençait à prendre racine. Qui que ce soit dans ce cercueil, ce n'était pas mon frère. Et les personnes en qui je pensais pouvoir avoir le plus confiance y étaient peut-être pour quelque chose. Chapitre 2. J'ai fouillé dans le dernier voyage de mon frère et j'ai trouvé un téléphone caché dont ils ignoraient l'existence. Le lendemain des funérailles, je me suis rendu à l'appartement d'Aaron. Il vivait seul depuis 3 ans dans un modeste 2 pièces au-dessus d'une quincaillerie. C'était désordonné, éparpillé, vivant de ce genre de chaos organisé que seuls des jumeaux pouvaient déchiffrer. Mais maintenant, tout avait été vidé, aseptisé, trop propre. Il n'y avait pas de photos personnelles au mur, pas de brosse à dents dans la salle de bain. Même le frigo avait été vidé, à l'exception d'une seule bouteille d'eau et d'un unique bocal de cornichons. Aaron détestait les cornichons. On n'avait pas l'impression que quelqu'un était mort. On aurait dit que quelqu'un l'avait effacé. Je n'avais qu'une seule clé. Mais Aaron était paranoïaque. Il l'était depuis une grosse dispute avec un ancien employeur il y a 2 ans. C'est là qu'il a commencé à dire des choses comme « Garde toujours une deuxième piste et ne leur laisse jamais voir ta première couche. » J'ai vérifié les endroits habituels, sous le lit, à l'intérieur de la grille de ventilation, derrière le panneau du placard. Puis je me suis souvenu de l'astuce que nous utilisions quand nous étions enfants, la fausse prise électrique dans le coin derrière sa commode. Effectivement, quand je l'ai ouverte en forçant, de la poussière s'en est échappée avec un téléphone jetable noir, emballé dans un sac en plastique et du ruban adhésif. Il avait encore de la batterie. Je l'ai déverrouillé avec son mot de passe d'enfance, décollage 92. Il n'y avait que 3 contacts, J, Doc, et Red Fox, ainsi qu'un fichier vidéo sauvegardé. Je l'ai lancé. L'image était granuleuse, filmée dans les bois, probablement avec une GoPro. Aaron est apparu à l'écran, visiblement essoufflé, regardant par-dessus son épaule. Si tu vois ça, soit je me suis échappé, soit je n'ai pas survécu. Mais s'il y a des funérailles et un corps, ce n'est pas moi. C'est un coup monté. Les gens derrière tout ça, ils sont proches. Plus proches que tu ne le penses. J'ai trouvé quelque chose que je n'étais pas censé trouver. Et maintenant,
Ils essaient de tout étouffer. Commence par Elena. Et si tu en as le courage, interroge papa sur Coldridge. Quoi que tu fasses, ne fais confiance à personne, surtout pas à maman. L'écran est devenu noir. Je suis resté là, le téléphone figé dans ma main. Maman, Elena, papa. Ils étaient tous aux funérailles, en deuil, souriant, parlant de tourner la page, et mon frère venait de me dire que l'un d'eux avait peut-être aidé à simuler sa mort, ou pire. Je me suis assis lourdement sur son matelas. 1000 questions ont surgi dans mon esprit, mais une résonnait plus fort que les autres. Bon sang, que s'est-il passé lors de cette randonnée? Et pourquoi Aaron pensait-il que toute notre famille était dans le coup? Chapitre 3. J'ai confronté mon père à propos de Coldridge, et ce qu'il a dit m'a glacé le sang. J'ai attendu le dimanche pour le confronter. Papa faisait toujours des grillades le dimanche, avec une régularité de métronome. Même après les funérailles d'Aaron, il était là, sur la terrasse, une bière dans une main, des pinces dans l'autre, retournant des hamburgers comme si de rien n'était, comme si nous n'avions pas juste enterré quelqu'un que nous aimions tous les deux. « Tu as faim ?» m'a-t-il demandé sans me regarder. « Non » ai-je dit d'un ton sec. Il n'a pas insisté, a juste hoché la tête, concentré sur le grill. C'était tout papa. Stoïque, émotionnellement blindé. On aurait pu lui jeter le deuil en pleine figure qu'il aurait à peine sourcillé. Je me suis assis en face de lui. Pas de banalité. Puis j'ai demandé, que s'est-il passé à Coldridge? La façon dont sa main s'est figée au milieu de son geste m'a tout dit. Il a posé les pinces soigneusement, puis s'est tourné et m'a regardé droit dans les yeux. Où as-tu entendu ce nom? Aaron. Il a dit de ne faire confiance à personne. Il a dit de commencer par toi. Il a dit que tout était lié à ça. Il n'a pas parlé pendant un long moment, fixant le grill comme s'il pouvait l'avaler tout entier. Puis il a dit, Coldridge était un centre de recherche, adjacent au milieu militaire, financé par le secteur privé et opéré sous contrat. Ton frère et moi faisions partie d'un programme pilote bien avant que tu ne saches quoi que ce soit. Un programme pourquoi? Ses yeux se sont dirigés vers la porte-fenêtre où maman nous observait. Pour l'amélioration, dit-il à voix basse. Augmentation cognitive et physique, essai sur la mémoire, neuroplasticité accélérée, le genre de choses qui n'existent pas officiellement. Ton frère, il était l'un des seuls cas de test réussis. J'ai cligné des yeux. Attends, quoi? Tu veux dire qu'Aaron a servi de cobaye? Il s'est porté volontaire, et ça a marché. Mais après l'arrêt du programme, certains des autres, ils voulaient l'utiliser. Ils appelaient ça la rétention d'actifs. Lui, il appelait ça être traqué. Mon Dieu. Écoute, dit papa en baissant la voix. Il a disparu pour une raison. Simuler sa mort était peut-être le seul moyen de s'en sortir, mais s'il t'a contacté, ça veut dire que quelqu'un a fait une erreur. Et si tu creuses davantage, ils viendront te chercher aussi. Je l'ai dévisagé. Alors, qu'est-ce que je fais? Tu disparais aussi, dit-il sèchement. Brûle ce téléphone. Efface tes données. Prends un nouveau nom. Où? Il leva les yeux, le regard plus froid que je ne l'avais jamais vu. Tu termines ce qu'il a commencé. Je suis parti sans dire un mot de plus. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je n'ai fait que rejouer la vidéo d'Aaron encore et encore. Ces paroles me hantaient. Interroge papa sur Coldridge. Il ne voulait pas que je me cache. Il voulait que je découvre la vérité. Alors, j'ai fait un choix. Je n'allais pas fuir. J'allais suivre la piste. Mais d'abord, je devais voir Elena. Chapitre 4. J'ai retrouvé l'ex de mon frère et elle n'était pas surprise. Il était en vie. Elena vivait à 2 villes de là, dans un quartier boisé et tranquille rempli de maisons de plain-pied et de retraités sympathiques promenant leurs chiens. Pas vraiment l'endroit où l'on s'attendrait à trouver quelqu'un impliqué dans une conspiration mêlant recherche militaire et fausse mort. Je ne l'avais rencontrée que 2 fois pendant leur relation de 2 ans. Elle était calme, posée, perspicace. Aaron l'avait décrite un jour comme « la personne la plus intelligente de la pièce », même quand elle fait semblant de ne pas l'être. J'ai sonné à sa porte à 20h14. La porte s'est entr'ouverte. Ses yeux se sont écarquillés dès qu'elle m'a vu. « Vous lui ressemblez ?» a-t-elle murmuré. « Ce n'est pas lui » ai-je dit rapidement. « C'est moi, Nat. » Elle a hésité,
puis a déverrouillé la chaîne et m'a laissé entrer. La maison sentait la cannelle et les livres. Il y avait des journaux ouverts partout, des pages à moitié remplies et des post-it sur les murs. Je ne savais pas si elle écrivait un roman ou résolvait un meurtre. Elle ne m'a pas proposé de café, ne s'est pas assise. Elle m'a juste regardé droit dans les yeux et a dit « Aaron est en vie, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Je le savais, a-t-elle murmuré plus pour elle-même que pour moi. Je lui avais dit qu'il ne pourrait jamais rester mort. « Elena, j'ai besoin que tu me dises ce que tu sais sur Coldridge, sur le programme, sur la raison pour laquelle il a fui. » Elle a expiré lentement, puis s'est dirigée vers un tiroir verrouillé dans sa cuisine et en a sorti un dossier. Il était épais, taché par l'eau, et portait l'étiquette « Écho, essai non autorisé ». Elle me l'a tendu. Je n'étais pas seulement sa petite amie, dit-elle. J'étais son agent de liaison. J'étais chargé de suivre ses progrès. Au début, c'était scientifique, clinique, mais avec le temps, j'ai commencé à voir ce que ça lui faisait. Les migraines, les pertes de conscience, les cauchemars. Aaron était leur plus grande réussite. Mais ils ont brisé quelque chose en lui pour que ça marche. J'ai feuilleté le dossier. Des noms, des dates, des tableaux de dosage, des registres de volatilité émotionnelle, des photos d'Aaron attachées à une table. J'ai eu la nausée. Il s'en est sorti, a-t-elle poursuivi, la voix tremblante. Mais il n'a pas fui. Il est parti avec quelque chose. Une clé USB. Elle contenait tout. Les données, les journaux vidéo, les fichiers audio, les plans complets. Si le public voyait ça, Coldridge serait fini. Et tous ceux qui sont impliqués aussi. Vos parents y compris. Ça m'a frappé comme un coup de poing. Mes parents ? Elle a hoché lentement la tête. Ta mère n'était pas juste une infirmière. Elle était l'une des responsables cliniques. Ton père s'occupait de la logistique et de l'acquisition. Ils ont gardé ça secret, mais Aaron l'a découvert. C'est pour ça qu'il t'a prévenu de ne pas leur faire confiance. Je me suis assis lourdement sur le canapé. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Où est-il maintenant ? Ai-je demandé. Elena a hésité, puis a sorti un deuxième téléphone, a tapé quelques boutons et m'a montré une carte. Un point rouge clignotait sur une zone boisée loin de la ville. Je ne lui ai pas parlé depuis des mois. Mais s'il te recontactait, ça veut dire qu'il a besoin d'aide. Et si tu vas le chercher, Nat, elle m'a regardé d'un air sombre, tu ferais mieux d'être prêt à faire un choix. Parce qu'une fois que tu entres dans ce monde, il n'y a pas de retour en arrière. Chapitre 5. Je suis entré dans la forêt où Aaron se cachait. Mais je n'étais pas le seul à le traquer. La route se terminait 3 kilomètres avant le point indiqué sur la carte d'Elena. À partir de là, c'était une forêt dense. Pas de sentier, pas de panneaux, juste la nature sauvage et les ombres. Je me suis garé derrière un portail rouillé, j'ai passé mon sac à dos sur une épaule et j'ai commencé à marcher. Mes bottes crissaient sur les feuilles sèches et les aiguilles de pin cassantes, chaque pas résonnant plus fort que je ne l'aurais voulu. Plus je m'enfonçais, plus le monde devenait silencieux. Pas d'oiseaux, pas de vent, juste le poids de ce vers quoi je marchais. Au bout d'une heure, je l'ai trouvé. Une petite cabane, à moitié recouverte de mousse et de broussailles, nichée dans une clairière. Elle avait l'air abandonnée, usée par le temps, de travers. Mais je savais qu'il n'en était rien. J'ai approché lentement, retenant mon souffle, la poitrine serrée. Aaron, ai-je appelé. Rien. Aaron, c'est Nat. Je sais que tu es en vie. J'ai reçu ton message. J'ai parlé à Elena. Toujours le silence. Puis, un grincement. La porte s'est entr'ouverte et il était là, plus mince, endurci, la barbe longue, les yeux vifs et hantés, mais indéniablement mon frère. Il n'a pas parlé tout de suite, me fixant comme pour décider si j'étais réel. Finalement, tu n'aurais pas dû venir. J'ai fait un pas en avant. Ils ont menti, Aaron. Surtout. Elena m'a parlé du programme, de nos parents. J'ai vu les dossiers. Il a hoché lentement la tête. Alors tu sais pourquoi j'ai dû disparaître. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Pourquoi envoyer ce message? Pourquoi me contacter? Il a ouvert la porte en grand, révélant une boîte métallique cabossée posée sur une table derrière lui. J'ai tout rassemblé.
Les preuves, les données, les noms. J'attendais d'en avoir assez pour tout faire tomber. Mais quelque chose a changé. Quoi? Ils m'ont trouvé. Mon cœur s'est arrêté. Qu'est-ce que tu veux dire? Soudain, un craquement a résonné au loin. Une brindille qui se brise. Une autre. Aaron m'a attrapé par le bras et m'a tiré à l'intérieur. Ils t'ont suivi, a-t-il chuchoté. Ils t'observaient. Tu les as menés jusqu'ici. Dehors, du mouvement. Des formes sombres entre les arbres. Pas de bruit de pas, juste le silence et des ombres mouvantes. Aaron a soulevé une lame du plancher et m'a tendu un pistolet usé. On a deux options, dit-il, calme mais concentré. Sortir par derrière et courir, ou rester et se battre. Quoi qu'il en soit, ils ne nous laisseront pas vivre tous les deux. Avant que je puisse répondre, une voix a retenti depuis les bois. Aaron Cross. Nathan Cross. Nous ne voulons pas vous faire de mal. Sortez simplement avec la clé USB. Mon sang se glaça. Il connaissait mon nom. Il n'en avait jamais eu qu'après Aaron. Il nous voulait tous les deux. Chapitre 6. L'embuscade dans la forêt. Et la vérité que nos parents étaient prêts à tuer pour garder cachée. Le silence était mortel. La voix qui avait appelé, calme, presque amicale, ne faisait qu'empirer les choses. Aaron a glissé la clé USB dans la poche de ma veste. Si je ne m'en sors pas, tu gardes ça en sécurité. Il y a tout dedans. Absolument tout. Une autre voix aboya de l'extérieur. Dernier avertissement. Vous avez 60 secondes. J'ai regardé Aaron. Combien sont-ils? 3, peut-être 4. L'un d'eux était l'agent de sécurité personnelle de notre père, un ancien des forces spéciales. Et on va leur échapper? Aaron eut un sourire narquois. On n'a pas besoin de leur échapper. On a juste besoin de les surprendre. Il a ouvert la porte arrière d'un coup de pied. Des coups de feu ont éclaté instantanément. 2 détonations silencieuses déchirèrent l'air alors que les balles transperçaient le cadre en bois où je me tenais quelques secondes auparavant. Nous avons sprinté dans les bois, nous baissant, zigzagant à travers les broussailles et la boue. Derrière nous, des bruits de bottes martelaient le sol. Aaron a fait un signe vers la gauche. Il y a une vieille tour de garde. Si on peut l'atteindre, on aura de la hauteur. Je l'ai suivi, haletant, l'adrénaline parcourant mes membres. Des branches me fouettaient le visage, le sang martelant mes tempes. Puis je l'ai vu. Une ancienne tour en acier, rouillée mais debout, son échelle s'accrochant à peine à la structure. Nous avons grimpé. À mi-chemin, j'ai entendu le sifflement d'une voix derrière nous. Tu crois que te cacher dans une tour va changer quoi que ce soit, Aaron? Tu penses que ton frère est prêt à connaître la vérité? Nous n'avons pas cessé de grimper. Au sommet, Aaron a sorti un amplificateur de signal d'un compartiment caché dans son sac à dos. Il y a inséré la clé USB et a appuyé sur un bouton. Qu'est-ce que tu fais? Ai-je demandé, à bout de souffle. Je télécharge les fichiers sur un stockage cloud, crypté et en miroir. Une fois que ce sera terminé, ce sera partout. Et qu'y a-t-il dans ces fichiers? Il m'a regardé, les yeux sombres, la mâchoire serrée. Tu te souviens de la bourse d'études que papa a dit que j'avais gagnée au lycée? Oui. Ce n'était pas vrai. C'était un recrutement. Nos parents nous ont portés volontaires pour un programme militaire comportemental quand nous étions enfants. Pas seulement toi et moi. Des dizaines, peut-être des centaines de jumeaux. J'ai cligné des yeux. Quoi? Ils nous ont utilisés comme étude de cas. Pour voir jusqu'où la loyauté pouvait être utilisée comme une arme. Quel lien se brise en premier, le sang, l'amour ou la vérité? J'ai trouvé des enregistrements, Nat. Des expériences, de la manipulation psychologique, du chantage. Certains d'entre eux, certains n'ont pas survécu. Mes genoux ont fléchi. Notre enfance, les mois manquants, l'étrange voyage en pensionnat qu'Aaron avait fait. Ils nous avaient testés, utilisés. Et nos parents? Ils n'étaient pas des victimes. Ils en étaient les architectes. Bang. La tour a tremblé. Une balle a ricoché sur une poutre métallique. Il grimpe, ai-je crié. Aaron m'a lancé un deuxième pistolet. Il est temps de mériter ce diplôme de survie. Nous les avons tenus à distance pendant encore une minute, peut-être moins,
mais c'était suffisant. Le téléchargement a atteint 100%. Aaron a souri. Trop tard, a-t-il murmuré. On a vu, jura une voix en bas. Il a réussi à envoyer la clé. Un nouveau silence a suivi, puis des bruits de pas qui s'éloignaient. Plus de balles. Plus de poursuites. Ils se retiraient. Et pas parce qu'ils avaient peur, mais parce que la guerre venait de devenir publique. Chapitre 7. Funérailles, deuxième partie. Où les morts parlent enfin et les vivants commencent à tomber. Le temps que nous descendions de la tour, la forêt était devenue étrangement silencieuse. Aaron se déplaçait maintenant comme un soldat. Plus d'hésitation, plus de sourire narquois. Juste de la concentration. Ils ne viendront pas nous chercher ici. Pas ce soir, dit-il. Ils vont attendre de voir ce qui fuite. Et ça a fuité. Le lendemain matin, les fichiers étaient partout. Un compte anonyme sur X, anciennement Twitter, Reddit, Telegram. Un fil de discussion massif a été publié sur toutes les plateformes simultanément avec le titre « Projet Éco-Jumeaux, une expérience comportementale classifiée, sanctionnée par le gouvernement, impliquant des enfants ». Nom, vidéo, financement, tout. Il y avait des centaines de fichiers, des documents expurgés, oui, mais certains noms avaient quand même filtré. Et parmi eux, ceux de nos parents et de ma femme. Elle avait travaillé comme évaluatrice psychologique sous contrat pendant des années pour une société écran directement liée au projet Éco. Elle avait été chargée de me surveiller, de signaler les changements, de manipuler les déclencheurs émotionnels clés. Elle n'avait jamais été seulement ma femme. Elle était mon agent de liaison. Mon téléphone a sonné. C'était elle. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. Puis j'ai écouté. Nat, s'il te plaît, écoute. Je peux expliquer. Je n'avais pas le choix. Ils avaient quelque chose sur mon père. Il était malade. Mon Dieu, Nat, s'il te plaît, rappelle-moi. Sa voix se brisa, mais je ne l'ai pas rappelé. J'étais trop occupé à regarder l'explosion médiatique. CNN, Fox, des journalistes indépendants lanceurs d'alerte, même Wikileaks. Des sénateurs exigeaient des enquêtes. Les responsables gouvernementaux se dépêchaient de nier. Mais les preuves étaient trop solides. Et au milieu de tout ça, deux noms étaient en tendance, Aaron et Nathan Cole. Nous n'étions plus des fantômes dans l'ombre. Nous étions la preuve. 3 jours plus tard, la confrontation. Je me tenais devant la maison de mon enfance pour la première fois en une décennie. Le même Porsche blanc, la même boîte aux lettres rouillées, mais plus rien ne me donnait l'impression d'être chez moi. Aaron est resté en retrait. C'est à toi de décider, a-t-il dit. Mais sois prêt. Ils diront n'importe quoi pour garder le contrôle. J'ai sonné. Ma mère a répondu. Pendant un instant, son sourire a tressailli, de vieux instincts refaisant surface. Puis elle a vu mon regard. Tu as tout vu, a-t-elle murmuré. Oui, ai-je dit. Tout. Mon père est apparu derrière elle. Nous avons fait ce que nous devions faire. Vous aviez été choisi, Nathan. Vous devriez être reconnaissant. Reconnaissant, ai-je craché. Vous avez jeté vos fils dans un hachoir à viande psychologique. Vous avez tué l'un de nous. Du moins, vous avez essayé. Aaron est entré dans le champ de vision. Ma mère a eu un hoquet de surprise. Mon père a reculé. Vous avez simulé un corps, dit froidement Aaron. Vous avez falsifié des certificats de décès. Vous avez dit au monde que j'étais parti. Tu étais instable, s'est écriée notre mère. Tu menaçais tout le programme. Non, ai-je interrompu. Il menaçait votre position, votre héritage, votre illusion de contrôle. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Puis mon père a dit, et maintenant? Vous allez nous exposer. Traîner votre propre famille dans la boue? Non, ai-je dit calmement. Nous l'avons déjà fait. Vous ne savez juste pas jusqu'où vont les racines. J'ai sorti de ma poche une convocation au tribunal. Assignation fédérale. Vous allez témoigner. Son visage a pâli. Ma mère s'est effondrée sur une chaise. Aaron et moi avons tourné les talons et sommes partis. Ensemble, cette fois. Chapitre 8. Des fantômes dans le miroir. Le jour où nous sommes redevenus réels. 6 mois plus tard,
tout avait changé. Aaron et moi étions assis en silence dans une petite loge en coulisses sur le plateau d'une interview en prime time, l'une des rares que nous ayons acceptées. Le monde connaissait nos noms maintenant. Mais il ne nous connaissait toujours pas. « Tu es prêt pour ça ?» ai-je demandé en tirant sur le col de mon costume. Aaron a regardé dans le miroir. « Je suis mort une fois, dit-il doucement. Ça, c'est juste une résurrection. » La lumière de la caméra a clignoté. Un technicien a fait le décompte. 3, 2, 1. Et nous étions en direct. La voix de l'interviewé était calme mais incisive. Nathan, Aaron, ce que vous avez révélé, expérimentation gouvernementale, manipulation psychologique, violation des droits de l'homme, c'est stupéfiant. Mais les gens se demandent encore, pourquoi parler? Pourquoi maintenant? Aaron s'est penché en avant. Parce que la vérité ne reste pas enterrée éternellement. On peut simuler une mort, manipuler un esprit, effacer une histoire, mais pas la vérité. Pas pour toujours. J'ai hoché la tête. Et parce que trop de gens sont encore piégés dans le silence. Notre histoire n'est qu'un fil dans une toile bien plus grande. Les gens doivent savoir ce qui a été fait au nom de la recherche. Nous avons raconté notre histoire, morceau par morceau. Les tests de l'enfance, l'accident mis en scène, les fausses funérailles, la trahison de ma femme et de nos parents, et enfin l'effondrement de tout ce qu'ils avaient construit. Épilogue. Le projet ECHO a été démantelé. Plusieurs hauts fonctionnaires ont démissionné ou ont été inculpés. Nos parents ont plaidé coupables devant un tribunal fédéral, ont été déchus de toutes leurs accréditations et condamnés à des peines de prison dans le cadre d'accords qui leur ont évité la peine maximale, mais pas le déshonneur public. Ma femme a demandé le divorce. Je ne m'y suis pas opposé. Elle a disparu de la vie publique, sa carrière détruite par les retombées. Aux dernières nouvelles, elle a changé de nom et a déménagé à l'autre bout du pays. Quant à Madison, ma fille, je lui ai envoyé une seule lettre. Je lui ai dit la vérité, toute la vérité. Sa réponse tenait en 3 lignes, je ne sais plus ce qui est réel, mais je te crois. J'aurais juste aimé le faire plus tôt. 1 an plus tard, Aaron vit maintenant dans les montagnes, dans une cabane tranquille, loin de la surveillance et du bruit. Il ne donne plus d'interviews, mais nous nous parlons chaque semaine. De vraies conversations, plus de secrets entre nous. J'ai créé une fondation qui aide les lanceurs d'alerte, les victimes de déprogrammation et ceux qui ont été rejetés par des systèmes comme celui dans lequel nous avons été pris. Parfois, je passe devant un miroir et je ne reconnais presque pas l'homme qui me regarde. Mais ensuite, je me souviens que cet homme a survécu. Il n'a pas seulement rampé hors de la tombe dans laquelle il l'avait poussé. Il a construit quelque chose de meilleur par-dessus. Pas par vengeance, mais pour la vérité. Et la vérité, elle trouve toujours un moyen de revenir d'entre les morts. Cette vengeance était-elle parfaitement justifiée? Dites-nous ce que vous auriez fait dans les commentaires ci-dessous. Aimez cette histoire. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette énergie. Et abonnez-vous pour plus de récits stupéfiants de trahison et de justice. Car ici, chaque mensonge a son heure de vérité. Et chaque trahison trouve son ombre. Restez vifs, restez forts, et restez à l'écoute.